Alors Karim Boudjema, je vais avoir 63 ans. Je suis donc chirurgien et très tôt dans ma carrière, j'ai pris l'option de me spécialiser. Donc je suis chirurgien général, digestif, mais en réalité, dans la chirurgie digestive, je ne fais pratiquement que de la chirurgie du foie. Donc très tôt dans mon parcours, je me suis spécialisé pour devenir un peu expert sur un organe, mais il y a déjà tellement de choses à voir sur cet organe que je crois que j'en ai pas fait complètement le tour et je ne pense pas un jour pouvoir dire en avoir fait le tour. Quelle était l'origine ou les éléments déclencheurs qui vous ont emmené dans cet univers? La chirurgie, un père, médecin, généraliste, qui m'a donné le goût de la médecine, de l'attention qu'on peut porter aux autres, de la passion que peut procurer le fait de soigner, de donner du soin aux autres. Ça m'a toujours fasciné. Et puis mon père était un homme bon. Et quand vous avez un père comme ça, vous ne pouvez que essayer de le suivre. Donc voilà, ça a été mon premier moteur. Et puis, je crois que le deuxième événement est lié un petit peu au hasard. Je crois que dans le parcours d'un homme, beaucoup de choses sont le fait du hasard, mais un hasard pas hasardeux, si je puis dire. C'est-à-dire quelque chose qui se présente à vous par hasard, mais dont vous savez immédiatement tirer profit pour vous-même et pour votre entourage. Donc là, ça n'est plus du hasard. Pendant ma formation de jeune médecin et de jeune chirurgien, j'ai rencontré des hommes qui m'ont fasciné. C'est ce qu'on appelle des mentors. Le mentor, c'est quelque chose que je conseille de rencontrer à chacun des jeunes chirurgiens en formation. C'est ce que j'essaye d'être pour mes élèves. Une personne, une personnalité qui les transforme, qui les transcende, qui leur donne la passion pour quelque chose. Et moi, j'ai rencontré dans ma formation des personnes tout à fait extraordinaires, des chirurgiens tout à fait extraordinaires et des chirurgiens passionnés. Et il se trouve que parmi eux, il y en avait un qui était passionné par le foie et par la greffe. Et je l'ai suivi. Alors l'histoire est très drôle parce que c'est vraiment le hasard, mais on a l'impression parfois qu'il y a une petite main d'en haut ou d'en bas, je ne sais pas, qui vous amène à rencontrer l'événement. Je venais de finir mon service militaire. J'ai fait mon service militaire sur l'île de la Réunion. J'étais volontaire à l'aide technique. Merveilleux souvenir. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai été en responsabilité. Et ça, pour un jeune médecin, c'est une expérience extraordinaire que je conseille à beaucoup de gens. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait plus de service militaire et surtout qu'il n'y ait plus de service militaire du type coopération ou aide technique à ceux qui en ont besoin. Donc je revenais de faire mon service militaire. J'étais en milieu d'internat. Donc l'internat, c'est une partie de la formation, de la spécialité en chirurgie. Je reviens et puis c'était au mois d'août. Le semestre suivant n'avait pas encore repris et il me restait un mois comme ça à attendre. Je n'avais pas de fonction. Alors évidemment, comme je m'ennuyais un peu, je dis à ma femme, mais je vais faire un tour à l'hôpital. J'étais incapable d'aller faire un tour ailleurs d'ailleurs. Je vais à l'hôpital et en traversant l'hôpital, venant en face de moi, dans l'allée principale de l'hôpital, mon mentor. Il s'appelle Jacques Saint-Calme, il était professeur de chirurgie. J'avais travaillé avec lui pendant 6 mois, mais au tout début de ma formation de jeune chirurgien, tout début de mon internat. Puis il me voit et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis rien. Je venais voir. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Il me dit « Justement,
justement, je vais aller faire une greffe de rein. Est-ce que tu veux venir? Hop, tout de suite, j'ai dit oui, je viens. Et donc, on était dans le milieu d'après-midi. Inutile de dire que je me suis fait engueuler à la maison parce que je n'ai pas prévenu. Je suis rentré très tard le soir, parce qu'il faut des heures hein, pour greffer un rein. Et là, le virus de la passion, un, de la chirurgie, et deux, de la transplantation, m'a chopé et ne m'a jamais quitté. Parce que la greffe, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Vous avez une personne qui a besoin d'un organe, d'une fonction plus exactement. Il n'y a pas moyen de la remplacer par la machine. Et puis il se trouve qu'il y a un donneur qui est là, vous lui prenez le rein, vous le placez chez l'autre, et dans les minutes qui suivent ce qu'on appelle la revascularisation, c'est-à-dire le branchement des artères et des veines, voilà qui se remet à fonctionner, et la personne chez qui vous l'avez greffé est guérie. Donc vous lui redonnez une vie normale alors que c'était une vie de calvaire juste avant. Et ça, c'est absolument fascinant. Voilà un peu comment les choses se sont faites. Donc, un père qu'on admire, et deux, la rencontre avec des mentors. Je crois que ce sont les deux secrets de la réussite, si tant est que je puisse dire que j'ai réussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous continuez à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive tous les jours à vous dire tiens, je me lève pour... La passion de mon métier. J'adore mon métier. J'adore soigner les gens. J'adore parler avec les malades. J'adore partager avec eux. J'adore opérer. Opérer, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'adresse, beaucoup d'adresse. Ça demande de l'anticipation, et puis on a le résultat au bout des doigts. C'est fabuleux. Donc, je suppose qu'un ébéniste ou un plombier même, quand il fait bien son travail, et le plombier qui ouvre le robinet, puis ça marche, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et ça ne m'a jamais quitté. Jamais je me suis dit, ah bah non, j'ai pas envie. C'est ça, je faisais le compte là, avec un de mes internes, là. Je crois qu'en dehors de mes vacances d'été, je n'ai jamais, ou quasiment jamais, arrêté de travailler. Je ne pense pas qu'il y ait eu un week-end où je ne suis pas venu à mon bureau ou voir mes malades, parce que ça fait partie de ma vie. C'est comme ça. Je me sens bien comme ça. Justement, votre profession, est-ce que ça vous a apporté forcément des valeurs dans la vie privée? Par exemple, la gestion du stress, relativiser sur la vie Alors ça, je n'en suis pas convaincu. Je crois que je gère parfaitement mon stress en salle d'opération. Et plus les années passent, et plus j'arrive à sortir mes malades de situations très difficiles. Et c'est une grande satisfaction. Mais pour autant, je ne peux pas affirmer que je maîtrise les autres situations de stress, ceux de la vie courante. Par exemple, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça m'ait conféré aucune qualité, une qualité quelconque en dehors de mon métier. Je ne crois pas. Je suis comme tout le monde, un homme comme tout le monde, voilà, qui a des hauts, des bas, des difficultés, des moments de stress, qui a des enfants, qui a eu à les élever. Mon métier, ma passion pour les malades ne m'a jamais donné d'expérience de l'éducation des enfants, ça pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, voilà, banal. Justement, on parlait des moments de doute, de difficulté. À quoi pensez-vous dans ces moments-là pour vous remotiver? Dans mon métier, vous voulez dire j'ai traversé des périodes difficiles. Quand on a des échecs, quand on opère des personnes jeunes et que ces personnes ne s'en sortent pas, quand on a des décès post-opératoires,
la gravité des maladies que j'ai à soigner me met devant cette dure réalité. Et ça, ce sont des moments extrêmement pénibles. Je me connais bien maintenant, je sais que ça dure 2, 3, 4 jours. Je suis vraiment tout en bas. Et puis, c'est le malade suivant qui me permet de m'en sortir. C'est le succès qui vient qui me permet de m'en sortir et de me dire que, voilà, ne faisons pas de péché d'orgueil. Des échecs, tout le monde en a, d'une part. Deuxième élément ou deuxième variable, ou constante plutôt de cette équation, c'est que on finit tous un jour par y passer. C'est plus ou moins tôt et face à la mort, on est tous à peu près égaux. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais enfin bon, ça me met très mal, je dois dire, très très mal. Alors évidemment, cette souffrance-là n'est pas du tout la même lorsqu'il s'agit d'un malade jeune ou d'un malade âgé. La majorité de mes malades sont âgés, ils ont plus de 70 ans, 75 ans, 80 ans. Je me console en me disant qu'après tout, avoir vécu 80 ans, c'est pas si mal. Voilà, ça me soulage. Alors une question que j'ai trouvée sur Internet, par exemple quand vous faites une greffe d'un organe en particulier et ensuite d'un autre, est-ce que ça doit provenir de la même personne? Est-ce que c'est Les doubles greffes? Ouais. Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit plusieurs organes de diverses personnes sur une personne, c'est possible ça? Tout à fait, c'est même conseillé. C'est même conseillé. On peut greffer plusieurs organes d'une même personne vers une autre personne. Alors on fait, je prends les exemples les plus fréquents, la greffe combinée cœur et poumon. Même personne. C'est le cœur et les poumons du même donneur. La greffe combinée du foie et du rein. C'est le foie et le rein du même donneur, dans la majorité des cas. Ce peut être des organes venant de donneurs différents. On peut très bien avoir bénéficié d'une greffe de foie un jour, et puis d'une greffe de rein 5, 6, 7, 8 ans après. Évidemment, ce n'est pas le même donneur, donc c'est un donneur différent. Mais quand on peut le faire, quand il y a nécessité de changer à la fois le foie et le rein, mieux vaut prendre les deux organes sur le même donneur. Tout simplement parce qu'on a observé que les greffes combinées étaient mieux tolérées que les greffes simples, sur le plan immunologique. Vous savez qu'une greffe, ça induit ce que l'on appelle un rejet. Enfin, le terme est inapproprié aujourd'hui. Avant, c'était vrai, c'est un rejet, mais aujourd'hui, c'est tout à fait inapproprié. C'est une réaction du receveur contre le greffon. C'est une réaction immunologique. L'organisme reconnaît le greffon comme appartenant à quelqu'un d'autre et naturellement veut s'en débarrasser, un petit peu comme un microbe. Et puis finalement, il finit par l'accepter. Il y a une tolérance progressive et spontanée de l'autre. Ça, c'est un message important. Finalement, la tolérance de l'autre, elle est très naturelle. Elle s'observe dans la nature. On tolère l'autre très facilement. Mais quand on greffe deux organes, la tolérance est meilleure. Et en particulier, lorsqu'il y a une greffe de foie combinée à un autre organe. Par exemple, dans les doubles greffes foie et rein, le traitement anti-rejet est très très léger. Et le rein ne fait jamais de rejet. Le foie en fait un petit peu, mais le foie protège le rein. Et l'organisme tolère le foie. Et il y a une espèce de combinaison, une espèce d'apprentissage à tolérer l'autre, donc les antigènes du donneur. Donc c'est un phénomène auquel qu'on ne pouvait absolument pas imaginer quand on a commencé à faire de la transplantation. Moi-même, lorsque j'étais tout jeune interne et j'ai commencé à faire les premières greffes, je trouvais ça absolument sidérant qu'on puisse prendre un organe à un individu et puis le greffer à un autre. Je me disais, ça ne va jamais marcher, c'est pas possible, ça va être rejeté tout de suite. Pas du tout. On donne un petit peu de médicaments, des traitements légers aujourd'hui, extrêmement spécifiques, et voici que la tolérance s'établit entre le receveur et son greffon, et tout fonctionne merveilleusement bien. Vous avez travaillé aussi sur l'hémoglobine des vers marrons.
Ah oui, l'hémoglobine des vers marins, c'est plus récent. Quand on fait de la transplantation, on s'intéresse beaucoup à ce que l'on appelle la conservation des organes. Évidemment, quand je prélève un organe chez un donneur et que je le greffe chez un receveur, entre le prélèvement et la transplantation, il s'écoule un temps. Ce temps, il est de plusieurs heures. Aujourd'hui, il est d'environ 9-10 heures pour un foie, par exemple. C'est 9 à 10 heures. Pendant ces 9 à 10 heures, le greffon, il ne se conserve pas tout seul. Hein. Si je ne le prépare pas, si je ne le conditionne pas, toutes les cellules vont mourir en quelques heures. En général, ça dure 5-6 heures et c'est foutu. Donc il faut trouver le moyen de conserver la fonction de ce greffon en attendant qu'il soit réoxygéné et revascularisé chez le receveur. C'est une spécialité qu'on appelle la conservation d'organes. C'est un champ de recherche inouï qui a fait des progrès fabuleux. Dans les années 70, on se contentait de perfuser l'organe avec une solution du sérum froid. Le fait de faire descendre la température du greffon aux alentours de 4-5 degrés, pas plus, ça le mettait en hibernation et on comprend qu'on puisse attendre quelques heures jusqu'à le réimplanter. Puis petit à petit, les choses se sont sophistiquées. On a remarqué que même en hibernation, le greffon continuait de vivre. Les cellules continuaient de vouloir fonctionner. Et alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'elles fonctionnent bien? Alors on a commencé à inventer des potions magiques, comme ça, des solutions de conservation, de plus en plus sophistiquées, jusqu'au jour où on s'est dit, mais après tout, si on leur mettait un petit peu d'oxygène, nous sommes des êtres aérobies, nous avons besoin d'oxygène, si on leur mettait pendant la période d'hibernation, là, si on leur mettait de l'oxygène. Et c'est comme ça donc qu'est venu le concept de conservation oxygénée. Et là, ça nous a donné beaucoup plus de temps que nous en avions avant. Avant, on conservait 9 heures, 10 heures. Avec ça, on peut conserver 15 heures. Donc ça laisse du temps pour organiser la greffe. Et puis, ça s'est sophistiqué encore. On s'est dit, oui, mais on ne va pas faire buller de l'oxygène comme ça sans arrêt. Ce n'est pas très pratique. Donc on a cherché des systèmes d'oxygénation. Et puis est arrivé, les choses se rencontrent. Les découvertes se croisent et à un moment, il faut choper, il faut la bonne personne au bon moment avec la bonne idée. Et hop, tout ceci se croise et il y a un progrès. On avance. J'ai rencontré vers Roscoff, en Bretagne, un chercheur, CNRS, Frank Zal, qui travaillait sur un ver marin. Et ce ver marin, Arenicola et Marina arenicola, a quelque chose de tout à fait spécial. Quand la mer descend, vous savez qu'il y a des marées en Bretagne, hein, toutes les 6 heures, ça monte et ça descend. Alors quand l'eau monte, il y a de l'oxygène dissous dans l'eau, ça va, il a de l'oxygène, mais quand la mer s'en va et qu'il est dans le sable, alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend très profond dans le sable, hein. D'ailleurs, on voit quand on marche sur la plage, ça fait des petits tornicotons là, comme ça sur le sable, et il n'a plus d'oxygène. Et donc, il faut qu'il fasse des réserves pendant qu'il a de l'eau pour pouvoir vivre pendant 6 heures quand il n'y a plus d'eau sur la tête. Et son hémoglobine, l'évolution, a façonné son hémoglobine. Nous avons une hémoglobine qui est capable de fixer 4 molécules d'oxygène, c'est déjà pas mal, hein. Et ce ver-là, il a une hémoglobine qui fixe 250 molécules d'oxygène. Donc, quand la mer s'en va, il a sa réserve d'oxygène. Et Frank Zal, chercheur au CNRS, a travaillé sur cette hémoglobine un peu particulière, jusqu'à ce que lui est venue l'idée qu'il pouvait en faire quelque chose. Alors au début, il ne savait pas très bien quoi en faire. Alors il en a fait des pansements, il en a fait des solutions oxygénées, il en a fait des hémoglobines qu'on puisse mettre dans le sang ou des ersatz de sang pour l'armée. Et puis la conservation d'organes, il s'est dit, il a rencontré quelqu'un qui faisait de la greffe de rein qui a dit, on pourrait peut-être essayer. Ils ont essayé dans la greffe de rein, il y a Brest qui a beaucoup travaillé, et moi je l'ai rencontré, et nous avons travaillé sur la conservation du foie. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette hémoglobine marine, une petite fiole, là, une petite solution, on l'injecte dans la solution qui va nous permettre
de conserver le greffon. Et pendant le temps qui s'écoule entre le moment où on prélève le greffon et le moment où on le greffe, mon foie, il a de l'oxygène. Et les cellules, même au froid, vont métaboliser, vont avoir un métabolisme aérobie, et non pas anaérobie, aérobie, avec de l'oxygène, et se trouvent dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Ce qui leur donne du temps, et ce qui amène le greffon dans les meilleures conditions au moment de l'implantation. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets? Du courage. Faut pas arrêter. Il y a quand même, je veux dire, le succès, il arrive, c'est sûr. Il y a des gens plus doués que d'autres. Nous ne naissons pas tous égaux, malheureusement, c'est ainsi. Il y en a qui naissent, qui sont virtuoses à 4 ans, et puis les autres, ils essayent, et comme moi, et puis à 60 ans, vous savez toujours pas. Nous ne naissons pas égaux. Mais nous avons tous la même possibilité de travailler. Et il y a une équation qui est absolument constante. Travail égale réussite. Pour réussir, il faut travailler. Et si en plus on est passionné, c'est une vie de rêve. Hein. Voilà. Donc il faut travailler. On oublie trop souvent ça. Le succès n'arrive pas comme ça. Il faut bosser, faut être courageux, il faut y aller, il faut laisser la vie s'écouler un peu sans sa personne en dehors, puis rester là, le derrière sur une chaise, travailler, lire, se cultiver. Mais se cultiver, c'est pas forcément douloureux. Ça peut être fait avec passion. Mais je crois que le travail reste le fondamental du succès et de la réussite. Puis après, il faut de la chance. Mais Pasteur disait que dans les champs de l'observation, la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Autrement dit, si vous n'avez pas l'esprit affûté ou préparé par du travail, la chance passe à côté de vous, vous ne la voyez même pas. Alors que si vous avez travaillé, si vous êtes préparé, si vous vous intéressez à beaucoup de choses, si vous prenez le temps de faire les choses, la chance passe à côté de vous et hop, vous la chopez, elle est pour vous, c'est la vôtre. Et à ce moment-là, c'est le succès, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nominoé ? Nominoé, c'est un fonds de dotation. Au début, nous voulions que ce soit une fondation, mais c'est très compliqué, une fondation. En tout cas, en France, c'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent de monter une fondation. Donc, on a choisi l'option du fonds de dotation, qui est une espèce d'intermédiaire entre l'association et la fondation. Donc, ce petit plus qui fait que vous êtes dans un environnement qui vous convient, vous vous sentez bien. Déjà, vous souffrez quand vous êtes malade, déjà, vous souffrez quand vous avez été opéré, vous pouvez avoir mal. Alors si en plus les murs sont pas jolis, si vous vous ennuyez, si la télé est pas belle, si la bouffe est dégueulasse, voilà. Nominoé recueille des fonds pour pouvoir apporter ce petit plus aux malades qui fréquentent le CHU. C'était ça la base de l'action Nominoé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens de mécènes, de gens qui voulaient donner, énormément. On est à peu près à 1000 personnes dans notre environnement qui donnent régulièrement. Alors évidemment, ce n'est pas des fortunes, mais pour Nominoé, celui qui donne 50 € a la même valeur que celui qui donne 50 000 €. On a des donateurs qui donnent 100, 200, 300 000 €. Et puis on a une quantité incroyable de gens qui sont passés à l'hôpital souvent, qui sont reconnaissants, qui disent « Ah ben moi je veux faire quelque chose » et qui donnent 10 €, 50 €, 20 €, et c'est formidable. Donc avec cet argent finalement, avec ce geste de don, qu'est-ce qu'on fait ? On a des fonds bien sûr pour faire la promotion de l'hôpital et puis surtout pour apporter du confort à nos malades, mais ça participe aussi à faire connaître l'hôpital. On s'est rendu compte que Nominoé, c'était une formidable vitrine de l'hôpital vers le monde extra-hospitalier.
jusqu'à il y a peu de temps et encore aujourd'hui, les médecins hospitaliers en particulier, ou même dans le système privé, vivent un peu dans un bocal. Vous savez, on arrive tôt le matin, on part tard le soir, on se voit entre nous, on parle entre nous, on mange entre nous. On perd parfois la réalité, le sens des réalités, de ce qui se passe à l'extérieur, de la manière dont nous sommes perçus. Nominoé nous a permis de nous intéresser aux autres, et ça a permis aux autres de s'intéresser aussi à nous, à ce que l'on fait, aux belles choses que l'on fait à l'hôpital. Alors Nominoé, c'est tout ça. Aujourd'hui, Nominoé, ça marche très bien. On a fait plein de choses. On a financé une maison des parents. Quand les enfants sont hospitalisés, les parents qui habitent toute la Bretagne, souvent sont des gens qui sont démunis, ne peuvent pas se payer l'hôtel, ils peuvent difficilement, en tout cas, c'est un drame. Donc quand survient la maladie de l'enfant et l'enfant, il a besoin de ses parents à côté de lui. Alors on a construit comme ça une maison des parents à côté où les parents de ces enfants bien, sont hébergés gratuitement, évidemment, se font la cuisine, il y a une petite cuisine, c'est formidable. De manière plus médicale, on a financé une biobanque, c'est-à-dire une banque où on met des fragments de tissu que l'on prélève chez des fragments de tumeurs, des fragments d'artères, de veines, de foie, de reins, que l'on prélève et qui sont conservés, congelés comme ça, et qui sont annotés, qui peuvent être conservés pendant des années. Puis si un jour on a besoin, à la faveur des progrès de la science, de ressortir un échantillon, on s'adresse à la biobanque, un outil que nous envient beaucoup de CHU en France. On a été le tout premier CHU à disposer de ce type d'outils pour travailler, et Nominoé a permis de financer la biobanque. On a fait une chambre, c'est moins gai, mais une chambre d'accompagnement, un environnement apaisant, lumineux, favorable pour accompagner les malades en fin de vie. Éviter qu'ils soient dans une chambre comme ça, tout seul, où la famille peut venir partager du temps, c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un très vieux film, mais moi ça m'avait beaucoup marqué. Ça s'appelait Soleil Vert. C'était avec Charlton Heston. Et où il y a un monsieur, c'est le vieux là, qui va mourir et qui pour mourir se fait installer en échange du don de son corps, donc est installé dans une pièce où on lui passe un film merveilleux où c'est la nature qui a évidemment disparu de la Terre. C'est un film prémonitoire, hein. Donc vous avez cette nature, c'est merveilleux, il y a la symphonie pastorale de Beethoven. C'est exactement ça. On a financé une pièce où le malade, en fin de vie, vient passer les derniers moments de sa vie. Alors c'est douloureux pour l'entourage, mais au moins l'environnement est apaisant et calme. C'est la quiétude. C'est pas mal finalement pour finir sa vie. Voilà les actions de Nominoé, hein. On fait plein de choses. Et c'est pas fini parce que en Bretagne, il y a beaucoup de donateurs. Les gens sont extrêmement généreux. Alors, une question très vaste, mais à travers vos rencontres, patients, collègues, qu'est-ce que vous avez appris sur l'humain? Ah, plein de choses, mais je dirais rien qui soit spécifique à mon métier. Mon environnement est l'environnement de chacun dans la vie. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de la générosité, il y a de l'égoïsme, il y a de l'agressivité ou il y a de la passivité. Il y a un petit peu de tout. L'hôpital, c'est un monde clos, mais qui est à l'image de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a de la bagarre parfois, il y a de la compétition, évidemment sur le plan professionnel, il y a de la compétition avec les autres. Il faut être le meilleur, il faut être bon, donc voilà, on joue des coudes un petit peu, hein, comme ça. Et puis il y a des moments formidables. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, c'est cette intimité. Cette intimité que reproduit la relation qu'il y a avec un malade qui se confie à vous. Quand un malade vient vous voir, qu'il a une maladie grave, il se donne et vous fait confiance. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier. On se demande parfois si on le mérite.
Mais, je trouve que cet instant est très fort. Donc je doute que ça se trouve ailleurs que dans mon métier. Surtout quand on a affaire, encore une fois, à des gens qui ont des maladies graves, hein, des maladies qui engagent le pronostic vital. C'est-à-dire que les malades savent que, voilà, on y est. Donc maintenant, il faut essayer de sortir de là. Alors, déjà mentionné au tout début, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah, je ne serais rien sans mes parents. C'est bête ce que je dis. C'est bête ce que je dis. Remercier, oui, enfin, je ne sais pas si le mot est le terme est le bon, mais en tout cas, j'ai beaucoup de. Je leur dois beaucoup. Je dois beaucoup à mes parents, je dois beaucoup à mes mentors, je dois beaucoup à mes amis, je dois énormément à ma famille. Ça reste finalement assez commun, ce que je dis, hein, mais c'est tellement vrai. Pourquoi aller chercher ailleurs? Et enfin, quand je dis ma famille, hein, mon épouse qui m'a toujours accompagné, très clairvoyante, très intelligente. Et puis à mes enfants qui sont merveilleux, qui sont de belles personnes. Et ça, c'est une grande satisfaction, d'avoir des enfants qui ont une belle âme, qui sont généreux, sans que je leur ai jamais rien dit. Ils doivent tenir de moi, je pense. Ça doit être génétiquement transmissible, ça, la générosité. Et donc, ça. Et puis, les amis. J'en ai quelques-uns. Je ne peux pas me targuer d'avoir un compte Facebook avec 1000 personnes, pas du tout. Je n'ai pas de compte Facebook, mais par contre j'ai une poignée d'amis. Des gens qui me sont chers, avec qui je m'entends bien, qui sont tous des gens d'expérience, des gens qui ont réussi ou non dans la vie, qui ont eu des difficultés, qui ont affronté des tempêtes, qui s'en sont sortis, avec lesquels, qui vous font confiance, à qui vous faites confiance. Des gens finalement à qui on peut dire un jour, voilà, j'aimerais avoir ton avis. Et puis être sûr que l'avis qu'il va vous donner est un avis que l'on peut suivre les yeux fermés parce qu'il est désintéressé. Ça, ce sont les amis. Voilà un peu l'environnement dans lequel j'évolue.